soir, et l'atelier, trouver sa passion, sa carrière, son orientation, elle réfère au faire. Elle ne réfère pas à l'être. Dans un atelier, on va parler de réaliser sa passion. On n'a pas le choix de parler de l'être. Et vous allez le voir, j'ai fait une publication aujourd'hui en rapport à ça. Pour être bien avec ce que l'on est et pour être bien dans ce que l'on fait, il faut être bien avec soi-même. Et c'est une phrase clé de mon mentor que j'ai découvert en 2005, que j'ai eu le plaisir de retravailler d'une manière plus concrète avec lui en 2018. Et on s'est vu jusqu'en 2020 à peu près. Non, pas 2018, c'est pas vrai. En 2008 jusqu'en 2012. Et on s'est revus depuis 2012, il y a 15 jours. Quand on dit avoir un mentor, une personne de référence, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, un vrai mentor ne donne pas de conseils. Il écoute, il t'écoute, à partir de ce qu'il écoute, il valide des choses par des questions et par ces questions-là, on trouve nos réponses. Alors, j'ai toute l'influence que j'ai de cet atelier Trouver sa passion relève du livre de Rick Jarrow, écrit en 2004, que moi j'ai pris connaissance en 2005. C'est Trouver sa passion en 7 étapes. Malheureusement, il ne reste plus de livres en français, mais dans les bibliothèques, il y en a qui l'ont conservé encore de ce côté-là. Eric m'a donné l'autorisation la dernière fois qu'on s'est parlé de reprendre le livre à ma manière et non à sa manière. Alors, mon livre de Trouver sa passion d'être et de faire va paraître dans les prochains mois, en tout cas d'ici la fin de l'année 2023 là-dessus. Alors, tout ça pour répondre un peu à la question de Marine. Sa passion, dans l'atelier que je vous parle aujourd'hui et l'atelier qu'on démarre samedi, c'est orienté sur le faire. Mais vous allez voir à la fin, pour ça je disais tantôt, tu me devances de 20 à 30 minutes, vous allez voir que la relation du faire est avec l'être de ce côté-là. Et comme Sylvie disait tantôt, une vraie passion, elle provient de l'intérieur et uniquement de l'intérieur. Et ce qui est extraordinaire avec la passion, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour la vivre. Si on ne la vit pas au moment où on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on n'y a pas toujours donné l'espace à cette passion-là d'être présente en nous. On l'a étouffée à cause de plein de circonstances qu'on verra tantôt, mais on l'a tellement étouffée qu'on ne l'entend plus. Mais elle revient, cette passion-là. Elle revient sans cesse dans notre vie. À défaut d'écouter, elle va se trouver un moyen de dire « Ouh, c'est ça que tu voudrais que tu fasses. C'est ça que tu aimerais faire. C'est ça qui te permettrait d'être heureux, d'être heureuse et tout. » Fait que la passion, elle nous revient. Et si on lutte contre cet élan-là, c'est comme on lutte contre un courant d'une rivière. On a beau faire un barrage, ben l'eau va réussir à passer au-delà de la barrière qu'on mettra. Alors, la passion, là, si on ne la réalise pas dans notre vie, elle va venir nous gruger de l'intérieur. Et cette façon de gruger à l'intérieur, c'est qu'elle va nous amener des inconforts physiques et parfois une certaine forme de malaise, de maladie qui nous revient d'une manière cyclique. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donne pas cet espace-là. Et le problème aussi avec la passion pour les gens, pour essayer de la trouver, c'est qu'ils voient une partie de leur passion, mais ils ne voient pas l'ensemble de ce qu'est la passion. L'exemple que je donne souvent, c'est que
on visite une maison pour acheter, puis on voit juste la cuisine. On ne voit pas la maison et son environnement. Et quand on achète la maison, après un certain temps, on s'aperçoit, oh my God, l'environnement n'est pas aussi agréable que je l'ai vu. Je me suis fait aveugler par la cuisine. Je n'ai pas vu l'ensemble. Alors, une passion ne s'exprime pas sur un élément. Elle s'exprime dans une globalité, dans un tout. Et c'est ça que je vais vous parler un petit peu plus ce soir. Et c'est ça qu'on voit en détail dans l'atelier de trouver sa véritable passion et sa véritable carrière. Quand je dis que la passion revient, selon Rick et quelques sociologues qu'ils ont pu vérifier, la passion nous apparaît 4 fois dans notre vie. Les premières fois, c'est entre 5 à 10 ans. Ça veut dire notre première grande période de socialisation. On sort de la maison, on s'en va à maternelle, à l'école. Et là, à l'école, au primaire, on développe, on découvre plein de choses. Et il y a des choses qui nous rejoignent. Que là, on aime ça. Puis là, on va avoir des amis qui aiment faire la même chose que nous. Alors ça, c'est le premier moment de l'apparition. Et souvent, c'est le volet des parents qui ne sont pas bienveillants, qui souvent vont dire à leur jeune enfant, ben non, arrête de faire ça. As-tu pensé qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. C'est pas beau tes dessins. Arrête de jouer comme ça. Alors, on commence à être étouffé légèrement, déjà à cet âge-là, par notre environnement. Là, à l'adolescence, on est un peu plus éloigné de nos parents. Alors, on cherche à s'identifier à travers des amis. Et là, au secondaire, c'est plus concret pour nous. Et déjà, en secondaire 3, on est amené à faire un choix. Option sciences, option maths ou option sciences humaines, où on s'en va vers des cours de métier. Déjà à 15-16 ans, on peut, à partir du secondaire 4, au lieu de faire le secondaire régulier, faire un cours de, je sais pas, d'ébénisterie ou des cours de métier. Alors, à 14-18 ans, là, le deuxième élan de la passion, elle se concrétise dans des comportements qu'on voit d'action dans lesquels on est réellement bien. C'est ça que j'ai le goût de faire. Et là, il y a une grande période de silence de la passion parce qu'on pense à 14-18 ans, puis à 20 ans, là, on poursuit nos études, on poursuit notre travail sur le marché. Là, on est dans la production, puis là, on roule. Mais quand on est sur le marché du travail à 20 ans, là, je donne ça comme exemple, 20 ans de travail là, sur le marché du travail, on est rendu à 40 ans. On a l'impression qu'on a fait le tour. Hein, on a élevé nos enfants, on a pu aller laver, on a pu aller les habiller et tout, sont plus autonomes, on a un peu plus de temps. Puis là, on se pose la question, est-ce que je me vois faire la même chose pour les 20 prochaines années? Et si on va étudier à l'université et tout, on sort de l'université à 23, 25 ans, c'est la même chose. Dans 15-20 ans, on se repose la question, est-ce que je me vois dans la même profession? Je me vois-tu faire encore la même chose? Là, on est un peu plus au courant du contexte du travail, des limites du travail, des limites financières, ou peu importe, où on a eu les premiers symptômes de ne pas avoir écouté notre passion, dans le sens où je fais un travail que je n'avais pas nécessairement le choix de faire. Je roule, puis là, j'ai eu les premiers symptômes, des maux de dos, blessés, les pneumonies qui reviennent souvent, des bronchites qui reviennent souvent. Sans être des maladies graves, il y a des symptômes qui réapparaissent à 40 ans d'une manière plus régulière. Et là, on cherche pourquoi. Et la dernière fois que la passion nous apparaît, c'est avant la retraite ou quand on commence la retraite. Et c'est là que beaucoup de gens font des réorientations de carrière où ils donnent un sens à leur retraite plus grande
Le sens, il est beaucoup plus grand que lorsqu'ils étaient au travail. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont faire du travail communautaire, des implications internationales, et qui donnent tout leur savoir, leur expertise à des démunis ou à des communautés qui n'ont pas une structure pour le faire. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, peu importe l'endroit. Alors, ils redonnent et ils sont heureux à l'intérieur de ça. Dans toutes les étapes, que ce soit à 5 ans ou à 65 ans, on a toujours des modèles. Portez attention, quels ont été vos modèles et dans quel environnement vous étiez heureux ou heureuse. Alors, vous prenez les 4 modes d'apparition, puis vous dites c'était qui mes modèles et dans quel environnement j'aimais être quand j'étais jeune, quand j'étais ado ou quand j'étais sur le marché du travail. Et quelles sont mes déceptions d'environnement. Exemple, j'étais dans un environnement syndiqué, j'aimais pas ça. Ou au contraire, j'étais dans un environnement où on n'était pas syndiqué et que l'employeur avait une forme de mainmise sur les employés, puis si tu n'es pas content, va-t'en. Alors, c'est un environnement dans lequel tu aimais ou tu n'aimais pas et vers quoi tu tends. Quel est l'environnement que tu aimerais? Des fois, on change d'emploi juste à cause de l'environnement. Et on ne réalise pas qu'on fait juste traîner le problème d'une place à une autre. Et des fois, ça peut être vrai. Ça peut être l'environnement. Alors, on change d'hôpital parce que, je ne sais pas, on travaille comme infirmière, on travaille comme préposé, ou on travaille comme radiologiste, ou peu importe. Puis on change d'hôpital. Ça se peut que juste de changer l'environnement, ça va. Remarquez toutes les adversités que vous avez rencontrées, les expériences malheureuses, toujours en fonction de ces 4 périodes-là. Bien sûr qu'exemple, comme Maureen n'a pas mon âge, mais que on n'est pas à même étape là-dessus, mais on a des expériences heureuses puis des expériences malheureuses. Pour regarder toujours les 2 côtés. Pas juste regarder ce qui allait mal, mais qu'est-ce qui allait bien, puis pourquoi que ça allait bien. Puis souvent, ça a été mon cas, moi, en 2005, quand j'ai tombé sur le livre de Rick Jarrow. J'ai eu des problèmes de dos très importants en 2004. J'ai été opéré, fusion lombaire et tout. Ça voulait dire beaucoup, hein? J'en avais plein de dos. Alors souvent, il y a des occasions de maladie ou d'inconfort physique, mentaux, par exemple un burn-out, fatigue mentale, total, épuisement, va nous amener à nous questionner. Ou des fois, c'est des situations circonstancielles. On perd notre emploi. Et ça nous amène à regarder qu'est-ce qui peut nous intéresser. Alors, c'est bien sûr qu'à 5-10 ans, je ne perdrai pas mon emploi. Mais à 5-10 ans, je peux perdre la chance de faire ce que j'aimais. Les petits gars qui aimaient jouer au hockey, je vous donne ça comme exemple. Puis que les parents disent non, non, mon fils, tu ne joueras pas au hockey, on ne passera pas les fins de semaine dans l'aréna. Lui, il n'a pas perdu son emploi, mais il a perdu son plaisir de peut-être jouer au hockey. Ou la petite fille qui aurait bien aimé faire des cours de ballet. Puis, oups, non, tu ne feras pas des cours de ballet. Alors, quand on perd de perte d'emploi, il faut regarder aussi la perte qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Ça va? Et ça, la passion, là, c'est une vague qui est toujours présente, même si on ne s'y arrête pas, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on regarde un film, on regarde des gens, puis on dit hey, j'aimerais-tu faire qu'est-ce que cette personne-là fait? J'aimerais-tu donc réussir à faire des beaux tableaux en acrylique comme ce peintre-là, cette peintre-là? Portez attention à qu'est-ce que vous aspirez qui est exprimé par l'autre personne. Et là, vous allez être surpris de constater qu'effectivement, la passion est une vague incessante, toujours présente, avec plein de signaux dans notre vie. Puis il y a des fois, il y a des synchronicités qu'on ne voit pas. Avec du recul, on va les voir, mais des fois, on ne les voit pas. Donc, à retenir les 4 étapes
d'apparition très forte de notre passion. À chacune des étapes, regardez les modèles. Ça pouvait être votre père, votre mère. À un moment donné, ça devient un professeur, ça devient quelqu'un, un conférencier qui est venu à l'école, au secondaire, puis qui parle de son expérience de, je sais pas moi, d'aventurier, ou un journaliste de télévision qui vient de parler de son travail, puis que vous êtes tout enchanté par ce type de travail qui présente, qui vous a aspiré à dire, ben moi, je voudrais être une journaliste un jour. Alors, regardez les modèles et les environnements dans lesquels vous étiez bien et où vous n'étiez pas bien. Ce qui est très important dans la passion, pour bien distinguer comment on réfléchit, si vous voulez, à la passion comme telle. Pour moi, il y a une distinction très grande entre la réflexion et le ressenti. Si on dit que la passion, comme Sylvie parlait au tout début, elle est de l'intérieur, elle est du cœur, c'est pas la réflexion. Et la réflexion, c'est de la pensée. On réfléchit. Réflexion vient du mot réfléchir. Et la réflexion et la pensée, ça correspond à l'ego. Alors, quand on crée une mission de vie, à un moment donné, c'était très populaire, ça. Il faut avoir une mission de vie. Puis à un moment donné, les entreprises ont embarqué dans le même moule. Chaque entreprise avait sa mission de vie. Pensez-vous que quand on écrit une mission de vie personnelle, ça s'écrit après une période de méditation? Non, non, ça s'écrit après une période de réflexion. On écrit, on pense, les zing, zing, zang, et on développe ça d'une manière très cartésienne, d'une manière très réfléchie. Et c'est pas la passion qui va parler, là. Ça va être l'aspiration du mental. La passion étant de l'intérieur, donc elle réfère au ressenti et au senti. Et le contact au ressenti, au senti ne se fait que par de l'observation. J'observe ce que je ressens, j'observe ce que mon corps sent. Comment je me sens quand je fais telle activité? Hein, celui tantôt me disait, on ne voit pas le temps passer, c'est le cœur qui est là. Alors, on est bien, on se sent bien. Et quand on se sent bien, le corps, il est léger. Et quand le corps est léger, ben, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de symptômes. Alors, la passion s'exprime par nos ressentis et nos sentis. Donc, c'est d'écouter, pas en forme de pensée, mais d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et souvent, on va faire la réflexion de la passion comme le feu sacré. Portez attention à tous les termes par rapport à ça. On va dire à quelqu'un, lui, il travaille avec, il a du cœur au ventre. Ça, c'est la plus belle expression québécoise qui exprime c'est quoi la passion. Il a du cœur au ventre. C'est viscéral. Le temps n'a pas de fin quand je fais quelque chose. Donc, on est dans l'immensité. On est dans la joie. Et la joie, c'est un senti, puis on le ressent à l'intérieur de nous. Donc, le mouvement de la passion, elle se fait de bas vers le haut, des tripes, du cœur et de la tête. La tête, elle va organiser la passion. Pour entendre, connaître, reconnaître notre passion, les ressentis, c'est dans les tripes, les sentis, c'est dans le cœur. Donc, c'est un mouvement de bas vers le haut et non du haut vers le bas. Du haut vers le bas, on parle de réfléchir. Moi, je vous parle de ressentir. Et pourquoi je vous parle de ressentir? Je me répète, là, mais c'est juste qu'on se comprenne bien. Pourquoi je parle de ressentir? C'est parce que la passion est allée à l'intérieur de nous. Autrement dit, la plus belle image que je peux vous donner, c'est un feu. Alors, on met notre petit bois, on met du bois un peu plus gros, on met nos bûches. Mais ça, c'est les tripes. Puis là, on l'allume. La chaleur du feu, elle monte. Elle monte vers le cœur. Puis là, oups, plus on monte les flammes, puis tout ça, oups, il y a un petit peu de boucan. Et là, c'est notre tête.
notre tête va faire en sorte d'organiser. Parce que c'est bien beau avoir une passion, mais il faut se structurer, il faut s'organiser dans notre passion pour la réaliser. Donc, un travail mental, bon, il vient à la fin. Il ne vient pas au début. Le début de tout, c'est d'écouter ce que vous ressentez, vous sentez quand vous faites quelque chose ou quand vous voyez quelqu'un faire ce que vous aimeriez faire. Donc, les modèles, les environnements. Donc, on est dans la trouver sa passion de faire. On a parlé de 4 apparitions, mais il y a des cycles. Dans chacune des apparitions, il y a des cycles qu'il faut regarder. Alors, mes premiers cycles, c'est l'enfance, l'adolescence, puis la vie de jeune adulte. Là, quand on est sur le marché du travail, on tombe dans le second cycle d'observation où on peut trouver notre passion. Alors, nos premiers emplois, c'était le cas. Des fois, on fait des premiers emplois juste en termes d'argent. Mais ça se peut qu'on découvre un travail qu'on ne pensait jamais. J'ai rencontré un ami, ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas vu. J'étais son entraîneur au basketball au Patro Rocamadour à Québec. Puis on a eu des retrouvailles, puis les retrouvailles ont été retardées à cause de la pandémie. Il me parlait que lui, tout en étant au cégep à Garneau, il travaillait, je ne sais pas si Marine, tu te rappelles de ça, toi, une fille de Québec, il y avait les restaurants Popeye. Ouais. Alors lui, il travaillait, il y a un temps, étudiant au cégep à Garneau, un travail chez Popeye. Ça faisait, je ne sais pas le nombre d'heures qu'il faisait, mais mettons, comme étudiant, il devait faire quoi, 15, 20 heures, 25 heures par semaine. Puis c'était correct, tu sais, il aimait ça. Puis là, à un moment donné, il est devenu adjoint assistant gérant. À un moment donné, il est devenu gérant. Là, quand il a fini son cégep, il ne savait pas trop s'il s'en allait à l'université ou pas. Bon, là, ben, ils ont offert un poste à temps plein quand ils lui ont proposé d'être gérant. À un moment donné, papa il a été vendu pour un autre, fait qu'il a travaillé pour un autre. Puis il a toujours travaillé dans ce domaine-là. Il a vu à l'intérieur de son emploi d'étudiant une forme d'intrapreneurship. C'est peut-être pas nécessairement le marché de l'alimentation, de la restauration qui le passionnait. C'était des possibilités de s'exprimer et de diriger du monde. Alors, on peut diriger du monde dans l'alimentation, dans la quincaillerie, dans n'importe quel secteur. Lui, il a vu le tout. Il n'a pas vu le travail de gérant chez Popeye. Il a vu qu'il pouvait superviser, diriger du monde. Alors, pour ça qu'à droite, j'écris, il faut voir le tout et non voir la partie. J'aime être enseigné. C'est bien plus vaste dire j'aime enseigner et transmettre mes connaissances qu'être de professeur de géographie. Parce que tu peux être un professeur de français au secondaire, tu peux être un professeur de français au cégep, tu peux être un professeur de français pour les immigrants, tu peux être un professeur de français à Toronto pour une intégration de langue seconde. Alors, il faut voir le tout et non la partie. Alors, l'exemple de la personne que je vous donnais qui travaillait chez Popeye, il a vu le tout. Il a vu, lui, le plaisir de vouloir diriger, superviser du monde, peu importe dans quel secteur. Aussi, dans le second cycle, on peut se réaliser qu'on a des capacités à être plus un entrepreneur qu'être un employé. Là, ça commence à se questionner parce qu'il y a plus de risques. Et le dernier cycle, à partir de toutes nos expériences, comment je me réoriente. Et ça, la réorientation de carrière peut être à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Mais elle est basée sur des expériences passées. On sait de quoi on parle et on sait qu'on n'a jamais réalisé notre passion, ou en partie. Et là, on est tanné. Là, je veux être bien dans ma vie, puis je veux faire ce que j'aime dans la vie. Alors, retenez ces cycles, mais retenez surtout de ne pas regarder la cuisine, mais l'ensemble de la maison.
Ne pas regarder un rôle de professeur à l'élémentaire, mais le rôle d'un enseignant. Parce qu'il y a bien des enseignants du secondaire ou du cégep qui ont tombé comme formateurs à titre de travailleurs autonomes. Ils font de l'enseignement. Alors, il faut faire attention à ne pas se limiter à ce que l'on fait, mais dans quel secteur que je le fais. Et secteur, c'est le tout. C'est le tout. Alors, prenez bien note de ce volet-là pour vous guider, vous le trouver là-dessus. Ce que le groupe d'observation méditative offre, et là, on rejoint ce que tu disais, Maureen, il y a 20 minutes, il y a la passion d'être et la passion de faire. Il y a définitivement un lien entre l'être et le faire. Parce que je veux être bien dans ce que je fais. Donc, il y a l'être. Alors, en ce moment, il y a 3 programmes qui peuvent aider les gens à se réaliser, que moi j'aime le dire, le mot pleinement, pleinement dans le sens qu'on rejoint le volet de l'être, du faire et de l'avoir. On a sorti un programme en mois de janvier qui s'appelle Projet 23. C'était une formation, un atelier qui était pour quelqu'un qui avait un projet qui lui tenait à cœur, qui voulait réaliser dans l'année 2023. Alors, l'atelier a démarré le 14 janvier. L'atelier est disponible en vidéo en ce moment. Et qu'est-ce qui est la caractéristique de cet atelier-là? Il y a juste 3 heures d'accompagnement ou de formation théorique, mais il y a 2 heures d'accompagnement sur 5 en individuel. Alors, la personne a identifié son projet qui y tient à cœur, elle détermine le délai dans lequel elle veut réaliser le projet dans l'année 2023, et là, on travaille à identifier bien comme il faut si ce projet-là lui tient à cœur et pourquoi il lui tient à cœur. On aligne les gens sur cette raison d'être de ce projet-là et après, on les accompagne dans la réalisation concrète de ce projet-là. Si on va un peu plus large, il y a le programme de réaliser sa passion qui est la suite de l'atelier de trouver sa véritable passion, carrière ou réorientation. Là, on va accompagner les gens à réaliser leur passion. Il y a 5 étapes, je vais vous en parler tantôt. C'est 8 heures de formation, il y a 2 heures d'accompagnement de groupe, fait qu'on est rendu à 10 heures. Il y a 2 accompagnements individuels dans ça. Ça veut dire que c'est un atelier de 12 heures sur le rythme que vous désirez. Alors, à partir de l'atelier qui est disponible samedi le 11 février, il y a une continuité pour les gens qui veulent le faire, à réaliser leur passion. Si on va un peu plus loin, Sylvie, elle connaît parce qu'elle a déjà assisté à la conférence. C'est le chemin de ça, et c'est volontaire que le ça est majuscule, sa réalisation. Là, on ajoute le troisième volet, qui est le volet de l'avoir. Réaliser sa passion dans l'être et dans le faire. Parce que si je fais l'addition être et faire, ça va égaler l'avoir. Je vais avoir quoi? Confiance. Je vais avoir une estime de moi. Je vais me sentir en, c'est plus que de la confiance. Je vais croire en moi. Je vais croire en mon projet de ce côté-là. Et je vais avoir aussi un aspect financier, un aspect de bien plus élevé qu'on peut le penser. Le problématique, j'ai parlé avec quelqu'un pendant une heure de temps ce matin, la problématique que moi je vois tenant compte de mon expérience et tenant compte d'avoir tombé dans le piège souvent, c'est qu'on pense qu'en ayant quelque chose, je vais me réaliser. En pensant d'avoir le bel emploi, je vais pouvoir faire telle chose. Mais là, je suis pogné dans le piège. Si je quitte mon emploi, je risque de perdre quelque chose. Puis j'aime pas mon emploi. Fait que là, on est tiraillé. Et là, on arrive à cette étape-là drôlement importante, la permanence d'une dualité qui est toujours présente entre nous, entre le mental, l'ego, en fonction du senti, du ressenti, puis moi et les autres. Parce que plus on vieillit, plus on implique des gens dans nos décisions. Ben là, je peux pas.
moi, l'emploi ou ce que je voudrais faire, il faudrait que je déménage de ville. Mais je ne peux pas parce que mon conjoint ou ma conjointe, elle ne peut pas me suivre. Je ne peux pas laisser mes enfants. Là, on cherche une solution entre deux là-dedans. Alors, plus on vieillit, plus on a des responsabilités à quelque part qu'il faut tenir compte. Et c'est là que j'appelle toujours être dans le bon environnement. Alors, cette permanence-là, là, elle nous gruge de l'énergie, c'est incroyable. Alors, il faut être en paix avec ça. Être en paix avec notre passion, être en paix avec ce que je sens, je ressens, et qu'est-ce que je fais avec ce que je sens puis je ressens. Puis des fois, on n'ose pas l'exprimer ou le partager avec quelqu'un d'autre parce qu'on sait qu'elle va être sur la défensive, cette personne-là. Donc, je me tais, je m'étouffe. L'autre aspect aussi dans le processus de réaliser sa passion, c'est quand même, il y a des réalités qu'il faut tenir compte. Là. On a des réalités de responsabilité, de survie. Ces deux aspects-là, là, il y en a qui ne réussiront jamais dans leur vie à dépasser l'étape de survivre et des responsabilités. Quand mon père me dit, lorsque mon premier fils est venu au monde, mon fils, tu vas être père jusqu'à la fin de ta vie, je ne comprenais pas ça. Mais je l'ai compris. Et je regarde ma blonde, toute la responsabilité encore aujourd'hui qu'elle a de ses enfants de 40 et de 45 ans, ça me renverse. Comment les enfants de 40, 45 ans comptent encore sur leur mère pour des besoins. Alors, nos responsabilités, elles sont là, mais il ne faudrait pas que nos responsabilités envers les autres nous empêchent d'être dans notre passion. Ou faut trouver un moyen que nos responsabilités ne nous empêchent pas de vivre notre passion. On pourrait la vivre, notre passion, à temps partiel, peut-être pas à temps plein, mais il faut trouver un espace pour pouvoir vivre cette passion-là. Une fois qu'on est dans le mode de survie, on cherche le mode confort. Là, on veut la maison, l'auto, je suis habitué à faire mes petits voyages, mes petites excursions, petits repas. Oups, je n'ose pas perdre ce petit confort-là. Parce que si je veux réaliser ma passion et tout, il va falloir que je sacrifie des choses. Puis possiblement que quand je vais être dans la réalisation de ma passion, les revenus ne rentreront pas autant. Oups, le confort m'attire plus que de me risquer. Donc, j'ai peur de perdre. J'ai peur de gagner. Il faut se poser cette question-là. Et l'abondance, j'en suis convaincu, à observer, à lire ceux qui sont réellement dans l'abondance, c'est des gens qui vivent de leur passion. Parce que ceux qui vivent juste parce que l'entreprise ou ce qu'ils font ne fait que de l'argent, ça ne dure qu'un certain temps. 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ça ne dure pas la vie. Alors de là qu'on voit des gens qu'on avait comme modèle, puis oups, tu les revois 10 ans plus tard, tu les entends plus, tu n'as plus de nouvelles d'eux ou quoi que ce soit. On est déçus, désenchantés de ça. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont, je ne dis pas qu'ils ont eu faillite, mais qu'on laisse, qu'on ne les voit plus, qu'ils disparaissent? C'est qu'ils l'ont fait surtout pour avoir du prestige, avoir de l'argent. Toute leur action a toujours été dans un but d'un gain et non d'une réalisation entière de soi. Alors, ça ne dure pas longtemps. Si on est dans notre passion, elle va durer toute notre vie. Donc, les 5 étapes, tenant compte de ces 2 colonnes-là très importantes auxquelles on est toujours confronté,
qu'un jour, on va décider comment je me positionne, c'est qu'il faut trouver sa passion. Une fois qu'on l'a trouvée, on se l'approprie. S'approprier, ça veut dire qu'on la reconnaît comme vraie, notre passion. Puis une fois qu'on la reconnaît, cette passion-là, il faut l'assumer. Parce qu'on ne pourra pas être déterminé à réaliser notre passion si on n'assume pas notre passion. On ne peut pas assumer quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Puis une fois qu'on l'a assumé et qu'on est déterminé, on s'enligne sur notre passion. On s'enligne, c'est là que le mental arrive. On s'enligne sur un plan de réalisation. Et l'approche de Rick Jarrow, qui est encore la même aujourd'hui, c'est que tes plans de réalisation ne dépassent jamais 6 mois. Alors, des plans de vie de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Puis là, on dit, fais-toi une liste de rêves, de 50 rêves. C'est tout du mental. C'est tout du mental. On aspire à avoir quelque chose avant d'être quelqu'un, puis avant de faire quelque chose qui correspond à ce que l'on est. Il ne faut pas commencer à la dernière marche. Souvent, l'exemple que je donne, c'est qu'on descend des marches d'un escalier. On peut bien les descendre une par une, ou il y a juste 3-4 marches, puis, oups, je saute du palier jusqu'à la dernière marche pour gagner du temps. Ou quelqu'un qui veut monter des escaliers, qui monte à 2 marches par 2 marches ou 3 marches par 3 marches. Il va réussir à monter en haut. Mais dans quel état qu'il va être? Il va être plus essoufflé que quelqu'un qui va faire une marche à la fois, un pas à la fois. Et pourquoi Rick dit dans 6 mois? C'est parce qu'il y a tellement de choses dans la vie qui nous arrivent hors contrôle qui va faire qu'on comment je dirais ça? On n'a plus cet temps, cet espace-là. Je donne un exemple. Un de nos parents tombe réellement malade et tout. Ben, c'est 3-4 mois où tu ne peux pas travailler à réaliser ta passion. Mais c'est pas grave, tu as fait un plan rien que sur 6 mois. C'est facile de reprendre ton plan. Ta motivation ne tombera pas parce que ton objectif est dans 6 mois. Pas de réaliser entièrement ta passion, mais de réaliser les points du plan de réalisation. Comprenez-vous la distinction? On sait, mon tout, mon secteur, je le sais, mais qu'est-ce que j'ai à faire pour y arriver graduellement à l'intérieur de ça, en tenant compte des variables de l'être, ce que j'ai à faire, puis qu'est-ce que ça va m'obtenir? Qu'est-ce que je vais avoir en retour? Alors, tout ça fait qu'on tombe sur la phrase clé de Rick Jarrow qui résonne encore en dedans de moi. Vous devez être bien dans ce que vous êtes avant de pouvoir être ce que vous faites. Vous devez être bien dans ce que vous êtes avant de pouvoir être ce que vous faites. Plus concrètement, c'est le tout est dans l'être. Et l'être s'exprime dans ce que l'on fait, dans nos attitudes, dans nos comportements. Et si nos attitudes, nos comportements et ce que l'on fait est en correspondance avec ce que l'on est, le faire va apporter l'avoir. Et l'avoir va être à ce moment-là en alignement avec l'être et non avec ce que l'on fait pour obtenir quelque chose. C'est des nuances peut-être pas nécessairement simples à saisir du premier coup. Ça m'a pris des années avant de saisir et de réussir à le mettre en pratique. Mais c'est un alignement complet entre l'être, le faire et l'avoir. Alors oui, vous avez le choix ce soir de dire « Je trouve ma passion d'être » et en même temps, je trouve ma passion de faire. Mais dans un exercice bien simple, en trouvant sa passion dans le faire, évidemment, ça va correspondre à ce que vous êtes. Si vous avez tant de difficultés à trouver votre passion du faire,
c'est qu'il y a des éléments de votre être qui n'est pas assumé, qui n'est pas présent en vous entièrement. Et c'est correct. C'est correct. Chacun a son évolution, chacun a ses étapes de transformation. Mais trouver sa passion dans le faire va être beaucoup plus rapide à identifier, à se l'approprier, à la reconnaître, pour l'assumer, pour avoir une détermination à la réaliser. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, comment je dirais ça? Tu as le choix de boire un verre d'eau avec une paille ou tu le prends sans paille. C'est ça que je vous offre ce soir. Alors, on peut y aller avec une sans paille. Ça veut dire qu'on regarde le fer et on y va. On peut prendre avec la paille, qui est une formation un peu plus longue, qui est la réalisation de sa passion en tenant compte de l'aide. Alors, c'était ça la petite conférence que j'avais à vous présenter, sans détenir une vérité, mais uniquement partager une perception d'être bien dans ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime. Pas faire, mais ce que l'on aime être dans ce que l'on fait. Et quand on est dans ça, quand on est dans sa passion, c'est là qu'on atteint la forme d'abondance qu'on a vue tantôt. C'est que notre tout, hein, l'ensemble de notre passion, va devenir plus grand que son tout. Ça veut dire qu'il va y avoir des retombées plus grandes que ce qu'on aurait pensé. Donc, il n'y a pas de réalisation sans qu'il y ait une démarche personnelle par rapport à l'être. Il n'y a pas de démarche personnelle sans une période de méditation, d'observation de nos sentis ressentis. Pourquoi? Parce que la méditation, l'observation méditative, c'est le lieu d'écoute et de réponse à notre réalisation. C'est le lieu d'écoute de nos sentis ressentis, ce qu'on a parlé tantôt. Et on trouve nos vraies réponses dans ce qu'on ressent, dans ce que l'on sent, et non dans ce que l'on pense. On peut trouver des réponses par le mental dans un aspect organisationnel. Comment je fais pour rentrer la clé dans le trou de la serrure? Ça, c'est du mental. Mais comment je fais pour trouver ma passion? On a beau lire des livres, on a beau écouter des choses, mais si je ne prends pas le temps de l'écouter à l'intérieur de moi, ce qui se passe en dedans de moi, qui résonne un élan d'être, un élan de vouloir réaliser quelque chose, on va toujours tourner en rond. Mais la passion est tellement grande qu'elle va venir vous frapper une deuxième fois. C'est comme une marée. On pense que lors de la marée basse, la marée haute, elle n'arrivera jamais. Puis, oups, tout à coup, la marée haute arrive. Alors, c'est ça, la passion. C'est viscéral, c'est indéniablement en chacun des êtres. Il s'agit de l'écouter puis d'y donner un espace. À vous la parole, mes chères dames, avant qu'on termine cette petite conférence. Trouvez vos réponses. Je vous souhaite d'avoir l'opportunité de vivre cette passion-là qui est en vous. Et, merci beaucoup. tous nos ateliers sont toujours, une fois que nos ateliers démarrent, elles sont toujours disponibles en tout temps en vidéo. Dans le sens que vous n'avez pas à attendre qu'au printemps, l'atelier revient parce que vous n'êtes pas disponible en ce moment ou quoi que ce soit. Une fois que l'atelier est démarré, vous avez accès aux ateliers en tout temps là-dessus. Alors, vous allez sur notre site observationméditative.com ou sur le groupe Facebook. Sylvie est souvent présente Oui. sur le groupe Facebook d'observation méditative. Marine, toi, tu connais le groupe Facebook Trouver sa passion, je crois. Hein, c'est là des fois. Hein? Lui, il est réellement orienté rien que sur le volet de la passion. C'est un groupe qui existe depuis 7-8 ans minimum. Et vous avez sur notre chaîne YouTube les différentes conférences, ateliers qu'on présente.
Et si vous avez des questions plus personnelles ou quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre sur mon adresse de courriel, yvb@observationméditative.com. Et je vous annonce que le 1er mars, il y aura un podcast animé par moi qui va être disponible en forme de balado ou podcast, dépendamment de ça. Comment on dit en français, c'est balado. Dans le jargon naturel, on appelle ça un podcast. Alors, Ouais. c'est ça. Alors, soyez bien libre, bien confortable à vouloir profiter de cet atelier gratuit. Elle ne sera pas gratuite tout le temps. C'est comment je dirais ça, une promotion de lancement qu'on fait et ça va être gratuit jusqu'au 28 février. Après le 28, ben, c'est un atelier qui va être au prix normal, qui va être au prix de 100 là-dessus. Ça vous va? Merci de votre présence, mesdames. Tellement content comment je dirais ça, de mettre une voix et Ouais, un c'est ça. visage hein, là-dessus que de par Ouais. des likes et des commentaires qu'on Oui, c'est ça. s'envoie. Exactement. Super. Puis merci de votre participation très Exactement. active, très présente. C'était super, j'apprécie beaucoup. J'ai passé un beau moment avec vous autres, les filles, et Merci. je vous souhaite le meilleur pour vous autres.